Cette de la démarche, conférence comme va ça fait maintenant moins être un avocat à la enregistrée. Prévert. Et la première personne que je voulais citer dans cette démarche, et là on est au cœur de cette dynamique de parc économique à thème en environnement préservé, c'est un tandem indéfectible avec notre élu local, qui était à l'époque maire et conseiller général, maintenant territorial, qui était Anne-Marie Defay. Et donc, on s'est posé un peu la question tous les deux de se dire qu'est-ce qu'on fait. On plie le village une fois que le dernier retraité est décédé, où on se rebiffe et on essaye de développer un projet pour redynamiser ce territoire et vraiment animer un bassin de vie. Donc voilà, les choses se sont faites comme ça. Et c'est comme ça que j'ai pu créer ma première entreprise en janvier 87. Donc si on peut passer le slide suivant. Je vous Ah propose oui, et de donc visionner la vidéo. nous avons une petite vidéo, bien sûr, pour Voilà. introduire le protocole. Alors, pour cela, on sait Coralie. que c'est Moi, généralement Coralie. difficile de faire passer une vidéo, donc je vais recopier-coller le lien dans la partie commentaires et on vous invite depuis vos ordinateurs à vous saisir de ce lien pour visionner cette vidéo de 3 minutes. Je vais la mettre en parallèle de mon côté pour ceux ou celles qui n'auraient pas la possibilité de le voir, mais du coup le son ne passe pas. Alors, je rebascule sur la présentation PowerPoint. On espère que vous avez pu en parallèle vous aussi visionner la vidéo. Et je vous redonne la parole, Philippe. Voilà, donc quand je vous ai dit que nous étions implantés dans un environnement préservé, au travers de cette petite vidéo,
ben, vous apercevez que c'est bien la réalité. Voilà, donc on a construit cette zone économique à thème en environnement préservé, comme vous venez de le voir, autour d'un certain nombre de piliers. On les a appris maintenant dans la présentation, les piliers. Ouais, donc j'en parle pas tout de suite. Autour d'un certain nombre de piliers et de 3 axes de développement qui pour nous sont essentiels. Le premier, c'est le végétal. Le deuxième, c'est alors la médecine de santé, une médecine de prévention qui prend en charge les facteurs de risque de maladies chroniques. Comment on fait pour gagner des années d'espérance de vie en bonne santé? Et puis le développement durable. Et je dirais que ces 3 mots sont presque indissociables quand on parle de santé, parce que le végétal, c'est certainement nos solutions pour un certain nombre de médicaments du 21e siècle de demain, en particulier dans les produits antiviraux ou antibiotiques. Et malheureusement, l'actualité nous donne raison en se disant qu'il faut qu'on cherche de nouvelles pistes et solutions. Et puis, le développement durable sert la santé d'une manière ou d'une autre. Et voilà, pour être dynamique dans sa vie, il faut aussi être en pleine santé. Donc, ces 3 mots, pour moi, sont indissociables. Et c'est ce qui a permis de créer cette dynamique autour de ces 3 axes de développement. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas tout reprendre, mais vous avez l'historique devant vous. C'est en 87, comme je vous l'ai dit, la première entreprise qui s'implante, qui à l'époque s'appelait LPH, c'est l'entreprise que j'avais créée, Laboratoire de phytothérapie et d'herboristerie. Et puis, ils nous ont rejoints très rapidement parce que pour proposer nos gammes de produits de phytothérapie, il fallait qu'on les mette dans des emballages. Il y avait une société qui était sur Saint-Étienne qui s'appelait Verri Reno à l'époque et qui nous a rejoints ici parce qu'on avait des petites séries. Donc, on trouvait personne pour nous faire nos étiquettes. Donc, on a fait venir une entreprise qui faisait de la sérigraphie. Et donc, Verri Reno, qui est devenu Esquisse, faisait des emballages sérigraphiés dans lesquels nous, on proposait nos gélules et on livrait un offre et un service global à nos entreprises. Un jour, on a eu la chance, et je salue Vincent Xavier, qui avant d'être dans l'entreprise VT Green était responsable du pôle industrie à la Chambre de commerce et d'industrie de Montluçon. Et on nous présente un appel à projet de pôle d'excellence en milieu rural. Donc là, on était en 2006, vous voyez, je vais vite. Hein. Et bien sûr, comme d'habitude, bon, j'en profite pour faire passer des messages, l'appel à projet était donné pour fin janvier. Et il fallait qu'on réponde avant le 28 février. C'est ce qu'on a fait. Et je pense qu'il y avait un bon ferment des habitudes de travail ensemble, un partenariat public-privé entre les collectivités et les entreprises. Et nous avons été labellisés au même titre que 360 pôles en France à cette époque, comme pôle d'excellence en milieu rural, avec un projet qui, ces appels à projets ont le mérite de nous faire réfléchir à la stratégie collective du parc, de manière à avoir une offre globale qui embarque et qui regroupe l'ensemble des entreprises du parc. Et donc, on a travaillé cette stratégie, on a répondu, on a été labellisé. Ça nous a permis d'attirer d'autres entreprises, hein, comme la société Biosphère à l'époque, oui, qui faisait de l'extraction végétale. Donc, on avait quelqu'un qui galénique le produit, donc qui fait des gélules, des comprimés, etc. Quelqu'un qui fait de l'extraction végétale, quelqu'un qui fait des emballages. Donc, vous voyez que petit à petit, les choses se construisent. Et puis, une nouvelle entreprise avec Herbolti, qui fait des extractions plutôt dans le domaine de l'agroalimentaire, enfin, qui s'adresse à des marchés de l'agroalimentaire, alors que Biosphère s'adressait à des marchés plutôt de la pharmacie. Et puis, deuxième appel à projet PER2. Et ben là, on répond. Alors, je dirais que l'équipe bien constituée, j'en profite pour saluer Pierre Guyot, qui était à l'époque responsable du comité d'expansion économique de l'Allier, qui ensuite a travaillé dans l'Agence régionale de développement économique et qui aujourd'hui est en pré-retraite et fait profiter de son expertise à une communauté de communes sur laquelle nous nous trouvons. Bienvenue Pierre. Et donc, on a répondu tous ensemble à ce deuxième appel à projet. Et on a fait partie des 6 pôles de 2006, des 6 parcs de 2006 à être labellisés une deuxième fois, juste parce qu'on avait tenu nos objectifs. Alors, je dis ça, c'est important pour moi. C'est pas parce qu'on utilise de l'argent public qu'il faut se dire que c'est une super aubaine. On doit tous s'engager, public, privé, et je pense qu'aujourd'hui, ça va être encore plus la réalité, et qu'on doit tous tenir nos engagements. Par contre, il est beaucoup plus simple de tenir nos engagements communs quand on les a réfléchis ensemble. Et j'en veux pour preuve le partenariat qu'on avait mis en place entre la commune de Saint-Bonnet, notre conseil général et le département de l'Allier pour développer cette zone économique à thème. Donc voilà.
VT Green nous rejoint. J'ai salué Vincent tout à l'heure. Bah oui, parce que quand on fait des extraits de plantes sur Spark, et vous voyez que l'économie circulaire est en train de se dessiner, aujourd'hui on le caractérise bien ce projet, mais c'était déjà dans nos gènes, à travers la complémentarité de l'ensemble des entreprises qui s'implantaient sur le parc. Et ben oui, on fait des coproduits, puisqu'on m'a dit qu'il fallait plus que je dise déchets, donc tu vois Vincent, je le dis plus. Et donc ces coproduits, bon, on en jette des pleines bennes, enfin bref. Donc dès nos processus de développement qui peuvent se travailler de manière collégiale, parce que l'ensemble des entreprises sont sur le même site géographique, eh bien, on réfléchit à la fonctionnalité de nos produits, à l'originalité de nos offres, évidemment, sur les 3 axes végétal, médecine de santé, développement durable. Mais surtout, on se pose la question de savoir ce que l'on fait de nos déchets dès la création du produit et non pas être à la fin du process industriel dans une démarche réactive en disant bah, on crée des déchets, il faut qu'on en fasse quelque chose. Non, on est plutôt dans une démarche amont préventive pour pouvoir développer de nouvelles applications. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir une démarche qui va du champ au champ, puisque en final, quand on traite ces produits qui ont été extraits, donc vous prenez 100 tonnes de plantes, vous les extrayez, que ce soit chez Herbolti ou chez Biosphère, etc., eh bien, vous jetez 90 tonnes de marc. Ben, ces 90 tonnes de marc, on peut en faire par exemple des biochars, donc des charbons végétaux activés qui deviennent des amendements de culture. Et donc, on renvoie au champ 90% de ce qu'on lui a prélevé. Et si je raisonne en termes d'amendement, eh bien, j'ai plus besoin que d'apporter des amendements qui apportent les 10% de ce qui ont été prélevés sur l'ensemble de ces plantes. Donc voilà, on peut avoir une gestion et un modèle, au-delà du modèle économique, un modèle environnemental avec une vraie approche ciselée, précise de ce qu'on prélève, de ce qu'on remet et de la réflexion globale dès la création du produit. Et puis, comme on vit jamais tout seul et esselé, en 2016, on a initié avec nos petits amis du Biopôle de Clermont-Limagne et du Bioparc de Vichy une association qui s'appelle Arbios et qui était, à l'époque où tout le monde parle de pôle métropolitain, de métropole, il me semble, que l'on ait des projets qui incarnent ces nouvelles organisations. Et donc, à l'échelle de l'espace métropolitain autour de Clermont, eh bien, le biopôle Clermont-Limagne est à Clermont, le bioparc de Vichy est à Vichy, et le naturopôle est sur une communauté de communes au nord-ouest du pôle métropolitain, qui a un environnement rural. Donc, on a une métropole de taille importante, Clermont, on a une ville de taille intermédiaire, Vichy, et on a aussi le monde rural. Et c'est à nous de trouver les organisations autour d'une démarche métropolitaine où la métropole se nourrit de ces territoires, mais aussi renvoie à ces territoires des axes de développement qui permettent de porter du développement économique sur l'ensemble de ces territoires. Donc voilà la démarche. Alors, de manière très pratico-pratique, je parle souvent de modèle économique, et bien, il fallait qu'au travers de ce naturopôle, on crée un modèle économique viable, en environnement préservé, et en particulier à Saint-Bonnet de Rochefort. On a eu la chance, on a accueilli Frédéric Delafaye tout à l'heure, d'avoir des personnes qui avaient les mêmes passions que nous, qui ont aussi développé leur naturopôle dans le pays de Chautagne. Voilà, donc ça, c'est 2 exemples qui montrent que c'est possible. On ne dit pas que c'est facile, parce que ça l'est jamais. Par contre, les facteurs clés de réussite, le premier, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est un partenariat public-privé sur lequel on fait toute l'analyse et toute la démarche de positionnement stratégique du pôle dans une démarche publique-privée. On traduit ça en objectifs prioritaires qui sont à la fois pour des entreprises, à la fois pour les collectivités, et on fait un pilotage où chacun tient ses engagements. Et on finit par réanimer un bassin de vie dans lequel aujourd'hui vous avez 230 salariés. Alors voilà, je ne fais pas youpi, il y a même des fois je dis mais merde, il a fallu une vie pour faire ça. Donc des webinaires comme celui-ci, c'est aussi une manière de partager les choses pour que si on puisse aller un peu plus vite, et je pense que ça sera partagé avec Frédéric, et ben si ces démarches-là peuvent servir d'effet d'expérience pour développer des zones économiques à thème ailleurs dans nos territoires, parce que dans notre grande région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a des grandes villes, on a la chance de les avoir, mais on a aussi beaucoup de territoires interstitiels ou ruraux qui demandent que à
à être dans cette belle région et à être les acteurs de ce développement économique. Donc voilà, 230 salariés qui habitent à moins de 15 km à la ronde. Donc ça, c'est un indicateur qu'on suit dans le cadre de nos labellisations pôle d'excellence. Quand on recrute des salariés, on leur dit pas, bah, si vous venez pas habiter par là, on vous recrute pas. Non, c'est eux qui ont fait ce choix, et ça veut dire que 53% qui habitent autour, mais c'est aussi les services, c'est les commerces de proximité, c'est les artisans, c'est les écoles. On a un regroupement pédagogique entre Saint-Bonnet et Charroux, 1000 habitants, et vous avez une centaine d'enfants en primaire. Voilà, donc si on attire de nouvelles populations, on n'est pas complètement isolé en pleine campagne. Et puis c'est pas neutre. On essaye de rendre aujourd'hui à notre territoire ce qu'il nous a donné. D'abord en nous accueillant, nous faisant confiance, puisque notre mairie, quand elle a fait la première route pour alimenter le parc, je me rappelle à l'époque c'était 800 000 francs d'investissement. Et ben je peux vous dire que sur une commune de 700 habitants, 800 000 francs d'investissement, il fallait quand même être un peu gonflé, y croire, ils y ont cru. Et aujourd'hui, ben, on essaye de leur rendre, puisque l'ensemble des impôts locaux qui sont payés sur la zone, donc CFE, CVAE, etc., c'est 480 000 euros. Voilà. Donc, allez, je dis que le pari, on ne fait pas les malins quand on dit ça, mais le pari est un peu réussi. Ce qu'on a dit avec Anne-Marie il y a 30 ans, ce qu'on a animé avec l'ensemble des équipes, que Vincent, Pierre, et puis toutes les entreprises et les salariés du parc, parce que des fois, quand il y a des élus qui viennent faire des inaugurations et ils disent regardez ce qu'on a fait, ben, je dis monsieur le président, monsieur le sénateur, monsieur, voilà, les personnes qu'il faut féliciter avant tout, c'est les salariés qui sont là. Voilà, donc c'est vraiment cette dynamique qui a donné naissance à ben, ce bassin de vie où on a des services publics qui sont maintenus, où on a des entreprises, on a des écoles, etc. Enfin, le minimum qui permet de vivre ici plutôt pas mal. Diapo d'après, parce que là, je grille les cartouches, que je fasse attention. Donc, pendant le passage de la diapo, je finis mon café. Alors, depuis 95, date à laquelle on a créé le Naturopole, puisque je vous rappelle que l'entreprise a été créée en 87, on est fidèle à 5 principes fondateurs. Le premier, c'est implanter des entreprises en environnement préservé. Vous voyez, à l'époque, on avait déjà le vocabulaire, en 95, qui utilisent et transforment des matières premières d'origine végétale à destination des marchés de la santé. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a effectivement ceux qui font des extraits, ceux qui font des produits, des gélules, des comprimés. Mais il nous faut aussi ceux qui recyclent les coproduits qui sont faits sur le parc. Il nous faut aussi des personnes qui font des emballages. Et l'ensemble de ces sociétés de services doivent travailler dans le même respect de l'environnement de l'ensemble des acteurs du parc. Donc on le verra tout à l'heure, peut-être qu'il s'agisse de la charte paysagère pour s'implanter sur le parc, mais qu'il s'agit aussi d'un certain nombre d'objectifs que nous avons en termes de respect de l'environnement que l'on a cristallisé dans la labellisation ISO 14001 de la zone depuis maintenant une dizaine d'années. Troisièmement, et c'est encore plus vrai quand il y a des petites entreprises qui nous rejoignent, verticalisation des différentes activités de la zone. Je pense, et je donne souvent comme exemple les certifications. Alors aujourd'hui, pour des entreprises un peu importantes, c'est facile. Pour une petite boîte qui démarre, qui doit faire face à tout ce dont elle a à faire face, et on sait toujours se rappeler quand on fait ça qu'on a été aussi petit entrepreneur avec une pelle et une pioche il y a 30 ans pour démarrer, eh bien, on peut mutualiser un certain nombre d'actions sur la zone et surtout les entreprises un peu plus grandes peuvent aider aussi les entreprises un peu plus petites parce que globalement, elles viennent aussi enrichir à travers leur offre l'offre du parc. Et on le verra tout à l'heure avec les nouvelles entreprises qui viennent. Bien sûr, des entreprises qui n'offrent pas, elles ne repositionnent pas leurs valeurs, leur savoir-faire se banalise. Oula, j'ai un écho. Ouais. Je vais couper les petits micros qui restent, comme ça. C'est tout bon. Donc, il faut repositionner la valeur en permanence et donc il faut innover. Et on a la chance, de par le positionnement du parc Naturopole Nutrition Santé sur le végétal, la santé et le développement durable, eh ben, d'être en proximité d'acteurs de la recherche dans ce domaine. Alors, c'est l'histoire de la poule et l'œuf. Hein. Voilà. Est-ce que nous, on s'est positionné dans ce domaine-là parce que j'ai fait mes études à Clermont
et que j'ai été sensibilisé à toutes ces approches-là. Donc, on a la chance d'avoir un savoir-faire dans le domaine de l'agronomie grâce au deuxième INRA de France qui est implanté aux alentours de Clermont, sur tout ce qui est recherche agronomique. Donc, quand on utilise des végétaux, on voit bien que le lien est important. On a la chance d'avoir eu sur ce territoire le premier centre de recherche en nutrition humaine qui a été créé en France il y a maintenant presque 30 ans. Et donc, comment prendre en charge les facteurs de risque de maladies chroniques. Donc, comment gagner des années d'espérance de vie qu'on qualifie en bonne santé, sans facteurs invalidants. Donc, on bénéficie de l'ensemble de ces savoir-faire et qui nous permettent d'être une source d'innovation pour nos entreprises. Donc là aussi, aux entreprises un peu plus grandes, d'attirer dans des projets collaboratifs des entreprises du parc. Alors ça, c'est un deuxième, je pense, élément important, c'est qu'on co-construit nos offres ensemble. Vous prenez un exemple d'un grand laboratoire pharmaceutique qui veut un ensemble de services pour innover sur son marché. Eh bien, je donne un exemple parce qu'il le marque sur ses étuis, donc on a le droit d'en parler. Il s'agit par exemple de Bayer sur Ophytose. Eh bien, quand Bayer pour Ophytose, il vient sur le parc, il rencontre des acteurs qui sont capables de parler agronomie pour développer de nouveaux cultivars, pour pouvoir avoir de nouvelles plantes avec une richesse en famille moléculaire qui les intéresse. Il rencontre des acteurs de l'extraction, il rencontre des acteurs de l'emballage, il rencontre des acteurs de la fabrication, il rencontre des acteurs du recyclage de l'ensemble de ces productions. Et globalement, ils viennent là et il reste 2 jours, ils font les audits chez tout le monde. Donc, au lieu de faire le tour de France, sur une offre commune, on a intérêt de travailler à la fois le produit et le service. Et c'est vrai que nous, dans le domaine du service, on peut offrir l'ensemble de ce service, tant au niveau des acteurs de la zone, mais de la proximité des acteurs de la recherche. Donc ça, c'était le 4e point. Et le 5e qu'on n'a pas fait, alors là, c'est peut-être notre côté enthousiaste, parce que quand on a créé le Naturopole, je me suis dit, c'est bon, dans 15 ans, il y en aura 50 et ça sera un modèle de développement économique qui sauvera nos campagnes. Bon, il y en a 2. Alors, c'est déjà pas mal. Frédéric, bravo aussi. Voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin. Et il faut aller plus loin. C'est pour ça qu'on avait imaginé labelliser les produits et les services qui sont imaginés, développés, produits avec un souci de nos bilans carbone, de nos consommations d'énergie, etc. Et vous allez voir que là-dessus, on va mettre un peu l'accélérateur. Eh bien, pour que ça devienne une marque de fabrique. Alors, on disait ça en 95. Les labels sont passés par là, en particulier les labels dans le domaine de l'alimentaire. Donc, il faudra certainement trouver quelque chose d'autre pour pouvoir se singulariser par rapport à ces démarches. En tout cas, aujourd'hui, il y a des clients pour venir sur nos territoires. Ce qu'il faut, c'est qu'on leur offre du travail, qu'on leur offre des projets et qu'on leur offre un projet de vie qui passe par effectivement l'habitat, les écoles des enfants, l'environnement dans lequel ils se trouvent, les valeurs humaines auxquelles nous sommes très attachés, en particulier dans le domaine de l'entraide. Et puis voilà, des entreprises innovantes. On me dit souvent qu'à la campagne, il y a je ne sais pas si on réfléchirait aussi bien qu'ailleurs. Alors ça, c'est mon côté des fois un peu provoque. Donc sur l'ensemble du parc, on a 330 années d'études post-bac tous ensemble. Voilà. Bon, bah voilà, c'est la preuve qu'il y en a qui ont envie de partager ces projets, ces aventures. Et en tout cas, nous, on est là pour ça, pour leur donner envie, leur présenter. On passe à la slide suivante. Je mets que 2 minutes par slide. Vous l'avez tous remarqué, non? C'est ça? 2 slides. Ah. Donc, le Naturopole Nutrition Santé, bah, c'est ce que je vous ai dit, c'était une volonté d'essaimage. On voulait en faire 30, 40, 50. Bon, on est 2. Voilà. Mais en tout cas, en juillet 2013, bien, il y a eu la naissance du Naturopole 3D. Et comme Frédéric va dire un mot et que c'est prévu, donc je développe pas plus, mais voilà, ça sera marrant de Frédéric dire un petit peu un mot et sur la rencontre et la volonté avec Francis à l'époque, Francis Zettner, où le courant est passé entre nous deux et où on s'est dit, ben il faut que tu as envie de faire ça là-bas. Voilà, je sais pas ce qu'on va pouvoir faire, hein, mais on va se donner un coup de main, on va s'aider et c'est comme ça que tout ça s'est développé, que Frédéric a repris le flambeau derrière pour continuer de mener cette belle aventure. Et puis André Platel avant Frédéric, bien sûr, que j'oublie voilà. Personne. Donc comment on fait, Coralie? C'est Frédéric qui parle maintenant? C'est comment? Oui, exactement. Frédéric, votre micro est ouvert, vous pouvez prendre.
Très bien, ben, je vous remercie. Donc, nous, Naturopole 3D, effectivement, on a commencé en 2013. Alors, sur un principe un peu différent de celui du Naturopole Nutrition Santé, puisque nous, on est plutôt une association de bénévoles et que malheureusement, on a un poids économique qui est relativement faible. Donc, il faut se différencier avec des idées, des projets et montrer qu'on est capable de les conduire, de les amener à une forme de réussite. Alors, première chose, nous, notre cible, on va dire, sont identifier des opportunités agricoles dans le domaine agricole, et on verra que le domaine agricole peut être large, et accompagner ces porteurs de projets jusqu'à une résolution de leurs objectifs. Alors notre première réussite et ce qui a fait un petit peu changer l'opinion que pouvait avoir un certain nombre d'élus sur notre démarche, qui au début nous prenait pour de joyeux retraités, mais sans forcément beaucoup de chances de réussite. Notre première réussite, ça a été l'implantation d'une cuisine centrale dans un territoire qui est un petit peu défavorisé, qui s'appelle la Chautagne, qui est un territoire de 3000 âmes, qui est juste au nord du lac du Bourget, où la situation économique est pas forcément brillante, et en plus, les emplois avaient tendance, ou ont toujours tendance à disparaître sur les grands pôles urbains que sont Aix-les-Bains, Annecy et surtout Genève. Et donc, on a réussi à implanter là une cuisine centrale qui est éco-responsable, donc qui fonctionne, qui vise, on va dire, une public de la petite enfance, donc public pour lesquels les contraintes de qualité et de qualité de la nourriture sont importantes. Et donc, le modèle économique de cette cuisine centrale, donc la cuisine L'Étroit, est d'utiliser des produits locaux, de préférence bio, et on va dire, de les distribuer, de les cuisiner, et ça c'est important, hein. Donc, ça veut dire que dans ces cuisines, on trouve des gens qui épluchent encore, ce qui est relativement rare dans des activités de préparation de repas. Et donc, et qui distribuent ces repas dans un premier temps, une partie du territoire de la Haute-Savoie. Et grâce à l'implantation de Chautagne, donc aussi sur une partie du département de Savoie. Donc cette première réussite nous a rendu crédibles et nous a permis aujourd'hui de rentrer dans un certain nombre d'organisations, que ce soit les comités stratégiques sur la politique agricole des communautés de communes, mais aussi sur des problématiques de territoire zéro déchet qui couvrent Savoie Haute-Savoie. Donc on va dire que, un peu comme ce qu'a dit Philippe, nous, nos axes, c'est imaginer ce qui peut être fait localement, trouver des pistes pour les développer, puis accompagner les gens pour les mettre en place et donc livrer ce qu'ils sont engagés à livrer. Alors aujourd'hui, on travaille sur des projets un peu ambitieux, des projets qui sont très innovants et des projets pour lesquels l'administration n'est pas toujours prête à répondre facilement. Entre autres, on est sur un gros projet de ferme aquacole, de ferme piscicole en aquaponie, pardon. Et là, si vous voulez, ce sera sans doute la première installation en France. Et aujourd'hui, l'administration cherche un petit peu à avoir des assurances ou des garanties que aujourd'hui, malheureusement, étant donné que c'est le premier projet, c'est un petit peu difficile ces informations sont difficiles à fournir. Mais on a bon espoir et on va dire qu'on travaille avec intelligence et notre rôle est un peu de motiver tout le monde pour que ces projets avancent. Au-delà de ça, on est aujourd'hui, enfin cet après-midi, on va lancer la première
la constitution de la première filière brassicole sur les pays de Savoie, où on a aujourd'hui recensé 250, plus de 250 brasseurs, brasseurs, et on essaye de constituer une filière pour que ces brasseurs utilisent dans la majeure partie des cas des matières premières locales. Alors, autant pour l'orge brassicole, on arrive à faire des choses petites encore à notre échelle, mais pour lancer une activité houblonnière, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué. Mais nous ne perdons pas espoir. Nous sommes en train d'accompagner un projet dans ce domaine. Voilà, Philippe, en quelques mots, ce qu'on fait sur le Naturopole. J'ai certainement oublié des choses, mais si vous avez des questions, je me ferai une joie d'y répondre. Merci beaucoup, Frédéric. Je passe à la slide suivante. Philippe, vous pouvez reprendre la parole. Oh ben, Frédéric, merci pour ton intervention, et Francis doit être fier de ce que vous continuez de faire. Voilà. Alors, le Naturopole, je l'ai expliqué, donc je ne vais pas revenir, mais c'est le positionnement au sein de l'association Arbios. Alors, le fait que l'on soit regroupé, ça nous a permis de bénéficier d'un dispositif. À chaque fois, j'oublie le nom, mais vous allez m'aider. Je vais le voir après. Donc, c'est un dispositif qui a été mis en place par la région pour aider les communautés, enfin les EPCI en général, qui accueillent des projets innovants en environnement préservé. Et donc, je vous le dirai après, puisque c'est après, voilà. Mais tout ça, ça s'est fait parce qu'à un moment donné, on a regroupé l'ensemble de nos biosites dans une démarche cohérente et de structuration d'activités, on va dire, agroalimentaire et nutrition santé, originale, avec un positionnement commun. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée des dispositions foncières disponibles, des entreprises, etc. Et il faut savoir que tous ces parcs ont démarré de zéro. Le biopôle, voilà, c'était en 1994, sur une idée originale que l'on doit à un chercheur à l'époque qui s'appelait Michel Renaud et qui a été le premier à imaginer et créer les incubateurs en France. Allez, je fais une petite note, mais Dieu sait qu'en Auvergne, on est innovant. Et vous savez pourquoi on est très innovant en Auvergne? C'est parce qu'on n'est pas forcément sur les chemins du développement économique, comme vous avez la chance de pouvoir l'être à Lyon, à Paris, à Marseille, etc. Et donc ici, si on veut continuer d'être là, eh ben, il faut qu'on se batte tous ensemble. Mais vous voyez, ça crée de belles énergies partagées, de beaux projets d'innovation basés sur l'intelligence collective et qui nous permettent, eh bien, effectivement, d'avancer pour créer de l'activité sur nos territoires. Donc, si on passe la slide suivante. Voilà, donc au sein d'Arbios, eh bien, ça nous a permis d'être reconnus parmi les parcs d'activité économique d'intérêt régional. Alors ça, c'est un dispositif important parce que une EPCI qui veut investir pour accueillir et implanter de nouvelles entreprises, et on va le voir sur un projet de développement important sur le Naturopole, eh bien, pendant quelques années, elle a un déficit, entre guillemets, de ses opérations parce qu'il faut financer les travaux, les aménagements et commencer de vendre les lots à des nouvelles entreprises. Mais si on n'a pas cette réserve foncière et cette organisation et ces travaux pour pouvoir accueillir de nouvelles entreprises, ça ne fonctionne pas. Par contre, la collectivité qui porte ça, eh bien, pendant 2, 3, 4 ans, avant qu'elle ait fini de vendre l'ensemble des lots qui composent la zone, eh bien, elle est en déficit. Et donc, le conseil régional a mis en place un dispositif pour accompagner ces communautés de communes et financer le déficit que ces opérations engendrent, mais qui sont nécessaires et indispensables pour implanter de nouvelles entreprises ou de nouvelles activités. Donc voilà, si on ne s'était pas regroupé, je ne suis pas sûr, alors au moins pour le Naturopole perdu au milieu des champs dans l'Allier, je ne suis pas sûr qu'on ait eu accès à ce dispositif. Donc la troisième, j'allais dire le troisième effet qu'il ne faut pas oublier,
Après la démarche publique-privée, la stratégie d'offre, eh bien, il ne faut pas oublier qu'on vit sur un territoire sur lequel on doit être en réseau et qu'à travers des offres originales qu'on met sur le marché ou qu'on propose au marché, on puisse atteindre une masse critique qui nous permette d'être présent, d'être visible, lisible et surtout de partager les moyens dont on a besoin pour se faire connaître et entendre. Donc, slide suivante. Et vous voyez, il y en a eu 28 en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est possible. Même d'ici, quoi. Voilà. Donc, s'il y a des gens des territoires ruraux qui nous écoutent, eh ben, je dis, soyez confiants. Ayez un projet qui soit en phase avec la génétique de votre territoire. Construisez un partenariat public-privé. Positionnez-vous sur le marketing de l'offre plutôt que sur la demande. Et effectivement, travailler au maximum en réseau entre les autres acteurs du territoire, les acteurs de la recherche, etc. Ce que notre ancien président Jean-Dominique Senard de chez Michelin appelait les parties prenantes. Et je trouve que ça, c'est vraiment aujourd'hui une belle leçon. Quand on veut développer un territoire, il faut que l'ensemble des parties prenantes soient à la définition du projet, à la définition de la stratégie, à l'organisation, à la définition des objectifs prioritaires et que dans les plans d'action, eh ben, tout le monde mouille la chemise dans l'intérêt commun. Donc, un petit mot sur les perspectives de développement, puisque là, on a surtout parlé d'histoire. J'ai un petit rappel comme quoi je dois aller vite. Donc, le Naturopole s'inscrit sur 2 courants porteurs forts qui sont aujourd'hui majeurs, mais ils ne sont pas bons que pour nous, ceux-là. Ils sont bons pour tout le monde. Un, nourrir 9 milliards d'habitants. Et ça, c'est passé dans le grand public. Bien sûr, les chercheurs ont compris ça il y a longtemps. Et c'est passé dans le grand public. Tout le monde sait que c'est un enjeu sociétal majeur. Un qu'on connaît un peu moins, et à la surface du globe, ça c'est clair, c'est gérer le vieillissement des populations. Aujourd'hui, l'espérance de vie en bonne santé, je ne dis pas l'espérance de vie tout court, l'espérance de vie en bonne santé régresse d'1 trimestre par an chez l'homme et de 4 mois par an chez la femme. Et l'espérance de vie tout court continue d'augmenter. Ça veut dire que l'air entre les 2 courbes est en train de s'agrandir et ça veut dire que ça se traduit par une forte potentialité d'avoir des personnes en fin de vie qui soient dépendantes. Voilà. Donc il faut qu'on réfléchisse à tout ça et qu'on soit en capacité de mieux gérer ce vieillissement des populations. Et je rappelle que dans le Covid, au-delà de toutes les études cliniques, les médicaments qu'on veut mettre en place, les vaccins qu'on veut développer, s'il y a une constante qu'on retrouve toujours, les gens en bonne santé, de manière globale et générale, ont moins été touchés que les autres. Donc voilà, la première prévention de toutes les maladies et du vieillissement, c'est de préserver son état de bonne santé, son capital santé. Diapo suivante. Donc des perspectives de développement, l'étape 3 du Naturopole, enfin même 4, la création en 87, le PER1 en 2006, PER2 en 2010, et aujourd'hui le projet sur lequel nous sommes, c'est faire du Naturopole Nutrition Santé la référence européenne pour le développement d'ingrédients fonctionnels à base de plantes pour les marchés de la prévention santé. Alors en tant que pharmacien, je ne vais pas vous dire qu'on est en train d'inventer la pharmacie du 21e siècle, puisqu'on a déjà des collègues de type Pierre Fabre ou autres qui ont œuvré dans ce domaine-là depuis de nombreuses années. Mais globalement, c'est vraiment renforcer l'excellence par l'innovation. Donc, on va implanter sur le Naturopole en début 2021 une plateforme de sélection variétale haut débit pour des plantes médicinales. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du développement de cultivars au champ, où il faut en général aller entre 5 et 7 ans, et des budgets de au moins 100 000, 100, 120 000 euros. Alors, on sait tout ça parce qu'on a pratiqué. Eh bien là, on va pouvoir développer de nouvelles variétés, allez, en 2-3 ans et avec des budgets 2 fois moins importants. Donc, des accès au marché qui vont nous permettre et des potentialités d'essai qui sont beaucoup plus grandes et qui nous permettront d'inventer ces cocktails de molécules d'origine végétale dont on aura besoin au XXIe siècle pour prévenir ces facteurs de risque de maladies chroniques. Ces extraits végétaux standardisés seront à la médecine de la prévention ce que la molécule a été à la maladie. Voilà, donc c'est une spéculation qui est forte, mais je n'ai pas le temps de développer et on a de nombreux arguments et des publications dans ce domaine qui nous confortent. Un ancrage territorial renforcé, eh bien, c'est toujours de perpétuer, c'est pas parce qu'on l'a dit au début qu'il ne faut pas continuer de le faire, donc c'est vraiment les synergies des acteurs locaux et les partenariats publics-privés. Donc sur Clermont, nous avons été labellisés ICIT, c'est des labels d'excellence comme Lyon, c'est un LABEX, ici c'est des ICIT. C'est une excellence académique sur certains secteurs avec des liens forts avec le monde socio-économique.
Eh bien, par exemple, notre communauté de communes, 45 000 habitants, adhère à la démarche ICIT métropolitaine sur la recherche et l'excellence académique, parce que sur leur territoire, il y a des entreprises qui s'inscrivent dans cette démarche. Donc, il y a vraiment les planètes s'alignent, quoi. Donc, voilà, la stratégie, c'est simple. C'est les grandes idées, une vision, des enjeux prioritaires. Ça, on tombe assez facilement tous d'accord. Ça fonctionne que si le mouvement stratégique est mis en œuvre et que si on oriente les moyens et les ressources sur les enjeux prioritaires. Eh bien, ici, on arrive à le faire parce que culturellement, on bosse ensemble depuis plus de 30 ans. Développement d'une économie circulaire, eh bien, production et consommation d'énergie biosourcée en circuit court. Donc, sur le parc, on verra tout à l'heure, il doit y avoir un plan, mais il va y avoir des parkings. Alors, des parkings à la campagne, il nous faut un hectare mini pour pouvoir mettre des panneaux photovoltaïques. Et ben, on a décidé, toutes les entreprises, de faire un parking commun. Sinon, chacun dans notre coin, on ne va pas y arriver. On va vendre 2000 m², 3000 m², etc. Et puis, les coproduits qui ne seront pas utilisés dans des biochars ou dans d'autres produits, eh bien, on peut en faire de l'énergie. Alors, par différents principes, bien sûr, on peut penser simplement à la méthanisation, mais là, il y a des projets en réflexion aujourd'hui pour pouvoir effectivement avoir ces réflexions énergétiques et se donner des objectifs en termes d'autonomie énergétique à partir d'énergies biosourcées, qui seront demain un nouvel avantage compétitif sur les marchés pour des grands groupes pour lesquels on travaillera. Donc, si on continue. Voilà. Alors, bon, ça, c'est le schéma d'économie circulaire. Sur votre droite, alors je ne sais pas comment vous le voyez, si vous le voyez comme moi. Sur votre droite, vous avez un petit carré qui s'appelle FUL. Alors, vous voyez ce que le monde urbain peut amener aussi au monde rural. La FUL, c'est la ferme urbaine lyonnaise. Donc, c'est une start-up qui a été créée à l'initiative d'écoles d'ingénieurs, de l'INRA, etc. et qui a mis au point ces procédés qui permettent de faire de la sélection variétale au débit. Donc, on cultive en hydroponie, en ayant reproduit l'ensemble des critères qui nous permettent sur une année de faire 5 cycles végétatifs. Vous comprenez pourquoi on peut faire de la sélection variétale au débit quand on est capable de faire 4 à 5 cycles végétatifs sur une année. Donc on innove dans ce domaine-là. Derrière, on produit soit au champ, et là, on rebondit en Auvergne sur toujours le réseau, une organisation qui s'appelle le LIT et qui permet d'avoir des relations privilégiées avec le monde agricole pour pouvoir définir les parcours culturaux adaptés à la variété de plantes pour qu'elles produisent les bonnes molécules. Donc, production au champ, mais ça peut aussi se produire en serre et ça peut aussi se produire en in vitro en ful. Donc ça, on crée les variétés et on alimente le réseau des producteurs, qu'ils soient au champ, en serre ou en ful. Une fois qu'on a fait ça, on va servir les besoins du parc. Donc les besoins du parc, eh ben, ils servent bien sûr ce que j'évoquais tout à l'heure, biosphère, VT Green, Pilège, mais ils servent aussi de nouvelles entreprises qui arrivent, qui sont Delab, qui est une nouvelle entreprise qui va construire 1500 m², qui va créer une vingtaine d'emplois. Fleur Philippot, je sais pas, elle vient juste de partir. Alors dommage, je voulais lui rendre hommage à Fleur, jeune créatrice d'entreprise, et qui va nous rejoindre sur le parc, qui va aussi utiliser des extraits végétaux. Donc, des entreprises qui utilisent les extraits, ces entreprises vont produire des coproduits déchets. Ces coproduits déchets vont être transformés en énergie, qui peut permettre de réalimenter l'ensemble des entreprises du parc sur leur process, mais aussi de pouvoir chauffer des serres. Et pour pouvoir, à partir des démarches, on fabrique le plan en ful, on transfère en serre, et on peut faire 3 cycles végétatifs en serre au lieu d'en faire 2. Donc voilà, c'est toute une démarche où quand on réfléchit à tout ça tous ensemble, on arrive à créer des synergies, à la fois de positionnement, d'originalité en termes d'offres. Mais pour moi, le développement durable, c'est une opportunité et c'est certainement pas une contrainte. Parce que si on le vit comme une contrainte, je dirais qu'il faut y aller parce qu'on n'a pas le choix, mais c'est pas comme ça qu'on va être les meilleurs. Et aujourd'hui, quand on réfléchit à tout ça, d'abord, c'est tellement passionnant, mais c'est aussi une réelle opportunité de positionnement sur nos marchés. Donc, le Naturopole est en capacité de proposer des offres de ce type-là qui vont de l'ingénierie globale jusqu'à la réflexion sur l'énergie. Diapo suivante, puisque là, je vois qu'il est 25. Voilà. Et donc, nouvelle création Naturopole, je vous l'ai dit, donc unité de production d'une gamme de produits dermocosmétiques premium, dirigeant de Fleur qui vient de partir, qui a été obligé de partir. Voilà, jeune HEC, motivé, enfin voilà.
Et puis, une unité de fabrication des bougies artisanales de Charroux, puisqu'on a la chance d'avoir une activité dans ce domaine-là. Et puis, qui a besoin, pour faire ses bougies, de colorants, qui a besoin de matière odorante, qui a besoin. Et donc, c'est aussi des réflexions globales qui peuvent être partagées sur le parc, puisque quand on met des colorants dans une bougie et qu'on met le feu, on développe des réactions de Maillard. Donc, il faut aussi avoir des réflexions de manière globale pour qu'on reste dans une démarche santé. Donc voilà, et puis c'est Pierre Cornier, que je salue, mais qui n'a pas pu être là, sur cette démarche. Diapo d'après, c'est toujours à la fin qu'on accélère, puisqu'on voit bien que, voilà. Vous avez encore un peu de temps, vous avez encore un peu de J'allais temps, vous pas de remercier, problème. j'ai bien fait, puisque c'était la dernière slide. Et il y a des fois, vous voyez, sur nos territoires, il y a des rencontres magnifiques, puisque nous avons eu la chance, il y a quelques années, d'avoir le championnat du monde des montgolfières. Et le matin, en arrivant au travail, voilà ce que l'on avait devant nous en arrivant, avec tous les ballons qui survolaient le Naturopole. Merci à tous, en espérant que je n'ai pas été trop long et que j'ai endormi personne. Merci beaucoup Philippe pour votre témoignage. On vous propose de prendre les questions. Alors j'ai regardé brièvement dans le chat, je n'ai pas encore vu beaucoup de questions. Vincent Daron qui vous remercie également pour le témoignage. Donc si des personnes ont des questions, on vous invite à prendre la parole directement, à réactiver les micros directement ou à me le faire savoir si vous n'arrivez pas à réactiver le micro. Vous pouvez dans le chat signaler que vous voulez prendre la parole si vous voulez. Ah. Oui. Il y a une première question de Vincent Daon qui est: quelle extension du réseau possible? Alors, quelle extension du réseau qui est possible? Alors, on l'a vu, l'extension du réseau in situ sur le parc. 2, une extension qui va un peu plus loin, qui était dans le cadre de notre labellisation PER2. Quels sont les liens que l'on peut avoir avec des acteurs économiques qui sont dans une première périphérie du parc? Donc, c'est le cas, par exemple, on a développé des applications sur des mares de raisin, des vignerons de Saint-Pourçain. Quand vous êtes en Côte-du-Rhône et que vous vendez des côtes rôties, rien qu'en vendant le vin, ça va. Quand vous vendez des Saint-Pourçain, si vous trouvez des co-valorisations, au-delà de ces vins qui sont magnifiques, mais qu'ils vendent à la coopérative à 2 € le litre, c'est quand même compliqué. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième ronde. Et le troisième, qui serait de se dire comment on fait pour développer des naturopoles ailleurs. Nous, on est prêt à faire profiter de nos effets d'expérience. Alors, malheureusement, on ne peut pas faire une formule qui se reproduit partout. À la base, il faut être en lien avec la génétique de ce territoire. Donc, nous, il y avait des cultures de plantes médicinales historiquement sur ce territoire de Saint-Bonnet. Et il faut une association publique-privée indéfectible qui partage le projet stratégique du territoire. Voilà. Donc, développer le modèle ailleurs. Eh ben, je vais donner un exemple. Il y avait par exemple en Haute-Loire, à Saugues, eh ben, il y avait des producteurs de laine de mouton. Enfin, des producteurs de moutons. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la laine? Alors évidemment, on peut faire des isolants, on peut peut-être faire des fibres intelligentes dans un certain nombre de domaines, etc. Mais voilà, on peut faire profiter de nos effets d'expérience pour aider à développer d'autres projets de ce type-là ailleurs, et peut-être qu'au bout de 3, 4, 5, 6, attirer encore plus l'intérêt des pouvoirs publics, qui soit d'ailleurs déjà au niveau régional, pour montrer l'intérêt que ces dispositifs ont de refixer des populations en environnement préservé et donc de maintenir la vie sur l'ensemble de nos territoires. Merci Philippe. On a d'autres questions qui sont arrivées, dont des questions de Marine qui vous demande qui compose l'association et si au sein du Naturopole, qui décide des perspectives de développement, par exemple. Alors, il y a d'autres questions ensuite. Alors, au niveau de l'association, je vous ai dit que c'était une association publique-privée. Donc, nous avons fait une association en loi 1901, dans laquelle vous avez l'ensemble des entreprises et l'ensemble des collectivités territoriales. Donc, que ce soit, alors à l'époque, c'est la mairie, le conseil général, il y avait la chambre de commerce, il y a le comité d'expansion. Donc, on se retrouve tous autour de la table, il y a un conseil d'administration et on décide tous ensemble. Donc, ça veut dire qu'en termes de gouvernance, parce que les projets, c'est toujours là qu'il y a éventuellement des problèmes, la gouvernance, elle doit être partagée, on décide tous ensemble. Donc, les projets se décident au sein de l'association, et une nouvelle entreprise qui arrive sur le parc doit obtenir la cooptation de l'ensemble des entreprises dès à présent. Pourquoi?
Le but, c'est pas d'attirer des entreprises qui soient concurrentes entre elles dans un modèle d'économie circulaire, mais d'attirer des entreprises qui soient complémentaires les unes avec les autres. Et donc, cette cooptation, c'est aussi un engagement des acteurs de la zone de se dire, bah oui, ils peuvent venir, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce que, bah, allez dans votre coin, on fait. Non, non. Donc, c'est un engagement. Voilà. Donc là, toute la gestion, la gouvernance se fait au travers de l'association. Et c'est l'association qui décide. Et c'est fait à l'unanimité, du coup, pour le choix de l'implantation d'une nouvelle entreprise, ou pas? Alors, oui, oui, oui. Alors, C'est unanime, hein. alors déjà, un truc qui est sûr, c'est l'entreprise qui décide où elle veut aller. Entre guillemets, parce que souvent, des fois, je vois des collectivités qui se battent en disant je vais la faire venir chez moi, etc. Dès que l'entreprise, des fois, arrive dans un environnement comme ça, elle se dit oulala, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous en train de se battre. Donc, ici, c'est l'entreprise qui décide de porter son projet sur le Naturopole, mais nous, on est là pour lui vendre. Et on est là pour lui vendre dans le cadre de notre projet d'économie circulaire pour leur donner envie de venir si elle est en complémentarité avec les autres entreprises du parc. C'est le cas, par exemple, de Delab. Elle fait de la nutri-cosmétique, c'est concurrent avec personne. Par contre, elle a besoin d'emballages originaux, elle a besoin d'extraits de plantes, elle se positionne très fortement sur le développement durable. Donc, elle a besoin d'indicateurs qui montrent qu'effectivement, ce n'est pas juste un positionnement marketing, mais c'est vraiment une préoccupation, quelque chose auquel on est capable de répondre et de montrer ce que l'on fait dans ce domaine-là. Donc, une nouvelle entreprise qui s'implante, comme en général, c'est elle qui choisit, eh bien, quand elle vient nous voir, je peux vous dire que on devient tous des vendeurs redoutables. Et bien, ça, ce que j'ai dit, coopté par les autres entreprises. Ouais. Ça marche. Je sais pas On si a une ça répond à remarque la question. Je pense que ça répond. Marine, si vous voulez des précisions, n'hésitez pas à nous le dire. On a une Marine remarque. demandait aussi, Pardon? Marine demandait aussi s'il y avait un salarié dédié à la gestion et à l'animation du pôle. Alors, alors Manon dit il y a des esclaves. Bon, je suis obligé de le dire parce qu'après elle va le mettre sur les réseaux sociaux, donc c'est pour ça. Donc en fait, Manon est salarié du groupe le plus important du parc, qui met à disposition. Donc c'est pas ni la collectivité ni voilà, qui met à disposition un certain nombre d'heures pour pouvoir gérer les problématiques du parc. Alors, avec 3 nouvelles entreprises qui arrivent, etc., il y a un moment, il faudra qu'on trouve des solutions. Alors, est-ce que dans le cadre de la loi NOTRe, effectivement, il y a des réflexions de fond à avoir, et je parle sous le contrôle de Pierre, qui est à la communauté de communes de Saint-Pourçain, Val-de-Soule-Limagne ou Limagne-Val-de-Soule, je me trompe. Saint-Pourçain, Soule-Limagne. Ben voilà, il va falloir qu'à un moment donné, on puisse avoir des animateurs sur le parc, mais qui soient en capacité de porter l'offre. On n'implante pas une entreprise comme ça. C'est quoi l'offre, le marketing de notre offre? Et donc, pour vendre le parc, il faut être convaincu de ça. Donc, la réponse pour l'instant, salarié à temps partagé, financé par une des entreprises du parc. On a une remarque de Geoffrey Perchet qui nous dit que la modestie de Philippe l'empêche de dire qu'un des facteurs clés de succès est la présence d'un leader passionné pour porter ce projet. Je pense que ça ne nous aura pas échappé. Ouais, merci Geoffrey. Mais je peux renvoyer la même chose parce que moi, on a la chance de travailler avec des animateurs sur ce territoire, qui soient dans des pôles de compétitivité, qui soient dans des agences régionales de développement, qui soient dans des chambres de commerce, et ils ont tous, voilà. Et dès qu'on parle territoire en Auvergne, et ben voilà, on se retrouve. J'ai l'habitude de dire que quand c'est le moment des élections, dans certains villages, ils se chamaillent parce qu'ils sont de gauche, de droite, machin, tout, pas forcément les mêmes idées. Mais alors, dès qu'on parle d'un projet de développement sur le territoire, alors là, tout le monde est autour de la table et on se retrouve tous ensemble pour mouiller la chemise. Donc Geoffrey fait partie de ceux qui mouillent la chemise. Alors, du coup, petit correctif, c'est en fait Bernard Béjart qui est derrière ce poste et non Geoffrey Perchet. Je corrige. Alors, je peux dire la même chose pour Bernard, puisque c'est lui qui pilotait le pôle de compétitivité Céréales Vallée et qui l'a fait admirablement bien durant tout le temps qu'il a été dans ce pôle. Alors maintenant, il est en pré-retraite. Et on ne l'oublie pas parce qu'il travaille avec nous sur d'autres projets et en particulier sur la plateforme de sélection variétale haut débit, puisque
Il vient de Céréales Vallée et avant, il était salarié chez Limagrin. Donc, il a quand même aussi 2-3 compétences, connaissances, expertise, etc. Quand je dis 2-3, c'est bien plus. Bernard Béjart voulait vous reposer la question du partenariat public-privé, donc qui est un des facteurs de réussite, et si vous deviez résumer ou énumérer pour vous quels sont donc les facteurs de réussite pour le naturopole. Alors, un, sans hésiter, la génétique. C'est-à-dire, on ne peut pas créer de manière ex nihilo une activité qui n'a pas de sens avec son territoire. Ça me semble compliqué. 2, ce partenariat indéfectible, qui est peut-être plus simple dans nos territoires ruraux que dans des grandes villes, parce qu'effectivement, donc ça c'est essentiel, un partenariat public-privé et une gouvernance public-privé, parce que comme disait Jean-Dominique Senard en parlant des parties prenantes, eh bien un territoire se développe si l'ensemble des parties prenantes est concerné par ce développement. Mais quand je dis concerné, c'est que tout le monde est écouté, est pris en compte, est reconnu dans cette démarche. Donc ça, voilà. Alors, c'est comme dit Vincent, c'est la définition du développement durable. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, marketing de l'offre, marketing de l'offre, marketing de l'offre. Arrêtons le marketing de la demande. Je fais le même produit que tout le monde, mais comme c'est moi qui le fais, il est mieux, mais il est surtout moins cher. Et donc ça concourt toujours aux mêmes catastrophes qui, dans le pire des cas, se terminent par une délocalisation. On voit qu'on remet tout ça un peu en question et ça me ravit. Mais voilà, marketing de l'offre. Quels sont les produits et les services qu'on propose? Et quand on est sur un parc et qu'on travaille tous ensemble, eh ben, le marketing de l'offre est effectivement quelque chose de fondamental. 4, c'est le réseau, et en particulier avec les acteurs de la recherche. Donc il faut jamais se couper de notre capacité à repositionner notre valeur en innovant. C'est indispensable. Et puis 5, voilà, ceux qui viennent, c'est pour ça que les entreprises qui viennent sur le parc sont cooptées. Il ne faut pas faire semblant d'être attaché à ces développements d'environnement ou de développement durable. Il faut venir parce qu'on est intimement convaincu. Et si on est intimement convaincu, donc le cinquième point, c'est ça triche pas, quoi. Voilà. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions ou faire des remarques suite au témoignage? Et si ce n'est pas le cas, on va pouvoir donner la parole à Cindy pour la suite. Ou Audrey, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? C'est bon aussi pour toi? Non, c'est bon pour moi. S'il n'y a pas de questions, on peut passer à l'intervention de Cindy. Cindy, est-ce que tu veux qu'on te donne la main sur ton partage d'écran ou je continue à partager mon écran? Tu peux continuer à partager ton écran, je te dirai quand passer les slides, il n'y a pas de souci. Ça marche, on fait comme ça. Super. Alors, je pense que j'ai un petit bug. Hop. Juste le temps que ça se remette en marche. Alors, je vais afficher les diapos en plus grand. J'ai juste un petit souci pour reprendre la main sur le partage d'écran. Audrey, je vais peut-être devoir te laisser la main sur le partage d'écran puisque le mien ne répond plus. Merci, il veut bien basculer. Hop. Merci Audrey. Super, merci. Eh ben, bonjour à tous. Alors, concernant ce petit point, l'idée, c'est de vous faire un petit récap sur la dernière réunion qu'il y a eu du comité d'orientation du réseau Synapse qui a eu lieu le 13 mars et de laisser une discussion, notamment sur des questions qui sont en train de se poser concernant qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur les territoires
concernant les démarches EIT par rapport à la crise du Covid-19. Donc, je vais commencer tout de suite par le petit retour du réseau Synapse, enfin du comité d'orientation du réseau Synapse. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Et faire un petit rappel tout d'abord. Le comité d'orientation est composé de l'ADEME national, de l'État, des référents régionaux, donc un référent par région, des collectifs des CCI France, des chambres d'agriculture, des chambres de l'artisanat, CPME, etc., de INEC et ORE, et puis des représentants aussi du secteur de la recherche et du développement et des représentants des bureaux d'études spécifiquement liés aux démarches EIT. Le rôle de ce comité d'orientation est tout d'abord d'être une instance d'échange multi-acteurs visant à apporter les recommandations pour déployer l'EIT en France, de contribuer à l'évaluation et aux réflexions quant à la réflexion sur les pérennisations de l'EIT en France, de contribuer au pilotage du réseau Synapse et être un lanceur d'alerte, idéation et partage, et surtout l'une des missions des référents régionaux, donc que je porte puisque je suis référente régionale et personnalité qualifiée de la région Auvergne-Rhône-Alpes auprès de ce réseau, du réseau national Synapse, d'être vraiment des ambassadeurs de l'EIT. Je vais passer à la slide suivante. Du coup, si c'est possible. Ou pas. Si c'est bon. Du coup, voilà, le comité d'orientation se réunit 2 à 3 fois par an pour faire ce point et entrer dans les missions qui lui sont demandées. Donc, un des premiers points qui a été évoqué lors de la dernière réunion qui a eu lieu le 13 mars, d'ailleurs, j'ai une petite coquille dans le slide, c'est pas le 13 mai, mais bien le 13 mars, a été les actualités du réseau, à savoir que il y a eu une augmentation de l'utilisation des plateformes régionales, notamment dédiées à l'EIT, et une augmentation vraiment de l'utilisation de la plateforme Synapse, justement pour avoir un retour d'expérience, avoir une idée des initiatives, se documenter, etc. Beaucoup de documents aussi ont été mis en œuvre. Donc, vous pouvez avoir accès à des fiches Zoom. Il y en a 2 qui vont sortir bientôt. Vous avez accès à des notes de veille. Celle de mai sera dédiée à la ressource sol. La prochaine sera dédiée notamment aux outils EIT, à ce qui serait vraiment orienté, vraiment quels outils sont en œuvre. Vous avez des accès aux vidéos, c'est-à-dire que vous pouvez candidater pour avoir un petit film sur votre démarche EIT, mais aussi utiliser ces vidéos comme retour d'expérience et démonstrateur des démarches EIT en région et au niveau national. Et puis, il y a des webinaires qui sont mis en place. Le dernier webinaire a eu lieu le 9 mars et une belle participation et une belle représentativité de ces webinaires-là. Et il a été suggéré d'avoir un outil, une espèce de référentiel national des synergies en EIT au niveau national et accessible par tout le monde. À savoir que les régions Pays de la Loire et Île-de-France sont les plus actives en termes de réseautage et d'utilisation des plateformes régionales. Et enfin, troisième point, la dernière fois, je vous avais parlé des 3 groupes de travail national qui sont ouverts à tous et qui se sont mis en place. Donc, il y avait 3 groupes, un sur les outils, un sur la pérennisation et un sur comment allier EIT et développement économique. Ces groupes de travail sont encore en cours et plusieurs documents vont paraître au courant mai. Voilà, en ce qui concerne les actualités, un petit focus sur les événements. Alors, c'est la slide suivante du coup. Les événements, donc il devait y avoir les RNEIT prévus en avril. Il a été décidé de décaler l'événement et de fusionner avec les RFEIT, donc les rencontres francophones de l'EIT qui se passent tous les 2 ans à 3 et qui ont lieu le 6 et 7 octobre. Donc voilà, les 2 rencontres RNEIT et RFEIT seront fusionnées et se dérouleront le 6 et 7 octobre à 3. Petit rappel, voilà, il y a toujours l'appel à communication qui est possible et vous pouvez toujours candidater si vous voulez intervenir et participer
à ces rencontres-là. Donc, je vous y invite. Vous trouverez toutes les infos sur les différents sites dédiés. Et puis, un autre point, le 23 et 24 juin devaient avoir lieu les assises de l'économie circulaire avec un atelier spécifique sur l'OIT. Les assises sont reportées au 7 et 8 septembre 2020. On peut passer à la slide suivante. Du coup. Concernant après l'avenir du réseau Synapse, donc qui est le réseau national, petit point, ça va faire 1 an que le réseau existe. Il a été animé et cette animation va se perdurer jusqu'à fin 2020. On a eu un petit bilan de ce qui s'est fait et une carte mentale a été mise en avant pour travailler dessus et voir ce qui a conservé, à bonifier, à cesser ou à modifier ou à créer pour ce réseau national. Vous pouvez la voir notamment sur le site économiecirculaire.org si vous voulez vous rendre compte. On peut passer à la slide suivante. Quoi qu'il en soit, il y a eu beaucoup de choses qui sont à créer, notamment d'avoir des dispositifs facilitant la montée en compétences des animateurs et d'avoir des formations pour des nouveaux animateurs qui soient uniformes entre tout ce qui peut exister. D'avoir aussi un groupe de travail dédié sur les freins réglementaires aussi au niveau et à faire remonter au niveau national, de créer des observatoires de l'OIT aussi au niveau national et d'avoir des canevas ou des guides pour faire remonter vraiment ce qui se passe sur le terrain et avoir vraiment une réalité des différents contextes territoriaux concernant les démarches OIT. Le reste, ce qui reste à conserver, c'est tous les documents qui sont mis en avant et tout ce qui est réseautage. C'est bien sûr de maintenir les RNEIT et ce qui est à modifier, c'est de mieux intégrer d'autres acteurs dans cette gouvernance du réseau et de mieux les intégrer aussi dans tout ce qui est rencontre du réseau national, notamment les branches professionnelles, les syndicats, pôles de compétitivité et de continuer le dispositif parrainage-marrainage. Voilà en ce qui concerne l'avenir du réseau. On peut passer à la slide suivante. Je voulais faire aussi un petit focus sur l'évaluation, la campagne d'évaluation qu'avait lancée Auré sur les démarches EIT en France. Donc, l'objectif de cette mission, c'était d'assurer l'appropriation de l'outil Ellipse par les acteurs du territoire, de faire comprendre l'intérêt de l'évaluation pour faire progresser les démarches, mais aussi pour contribuer à donner matière à réflexion grâce à des retours d'expérience et de mener une campagne d'évaluation nationale qui permettait en fait de faire ressortir les pratiques en matière d'EIT, des freins, des leviers, des indicateurs, etc., de dégager des grandes tendances dans la structuration et la mise en œuvre des démarches EIT, de formaliser des impacts économiques, sociaux et environnementaux en ce qui concerne l'EIT et surtout de pouvoir faire des recommandations auprès des pouvoirs publics afin de faciliter le développement de l'EIT en France, quelle que soit la typologie de la démarche d'EIT, que l'on soit sur une typologie de démarche filière, zone d'activité dédiée, zone d'activité mixte sur des territoires urbains, portuaires, ruraux, etc. Donc, vraiment de mettre en avant tout ceci. Il en est ressorti, on peut passer à la slide suivante, de cette campagne d'évaluation des démarches EIT en France est ressorti plusieurs recommandations. Vous allez avoir un document de synthèse qui va paraître courant mai-juin. Ça devait être présenté normalement pour les RNEIT en avril. Finalement, ça va être un document de synthèse de cette étude et de cette campagne d'évaluation. Quoi qu'il en soit, il en est ressorti des recommandations à l'échelle régionale, nationale et des recommandations aussi par rapport au référentiel Ellipse. Je vous laisserai le parcours de ce document. Quoi qu'il en soit, les grands points, c'est de favoriser l'émergence, par exemple, des réseaux régionaux, son animation et de pérenniser tous les réseaux en région, de connecter le réseau EIT régional aux différents réseaux régionaux économiques et thématiques, de structurer des offres de financement permettant de développer des modèles économiques et des démarches à moyen terme, et puis d'améliorer les conventions de financement ADEME région pour orienter les acteurs vers plus de pérennité. Donc ça, c'est les recommandations à l'échelle régionale. Concernant le national, c'est continuer l'animation du réseau national, développer et pérenniser des tissus de compétences nécessaires et au développement et à la pérennisation de l'EIT sur l'ensemble du territoire. Et puis, c'est aussi toutes des actions de sensibilisation et d'acculturation
par rapport au concept d'EIT et aux démarches d'EIT, de produire des connaissances dessus et de créer vraiment des stratégies territoriales et nationales de l'EIT via le réseau Synapse. Concernant ELIS, c'est de revoir l'outil et de faire coïncider les résultats avec des critères d'évaluation, des indicateurs, notamment pour les financeurs, et de poursuivre l'analyse de l'état des lieux de l'EIT en France par rapport aux objectifs que j'ai cités précédemment. Voilà, comme je le disais, publication du rapport courant mai-juin et une nouvelle mise en ligne de la version Ellipse avec une amélioration de ce référentiel qui va être effectuée aussi courant d'année. Voilà, en ce qui concerne le réseau et les retours du comité d'orientation du réseau Synapse. Le point sur lequel je voulais vraiment qu'on échange aujourd'hui, c'était de voir votre expérience de la crise sanitaire et celle des acteurs plus particulièrement de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de voir en fait comment la crise et le Covid-19, le confinement, mais aussi le déconfinement et tout ce qui va avoir lieu dans les mois qui suivent, comment cela a impacté en fait les démarches EIT sur la région, que ce soit sur le plan positif, donc quelles sont les conséquences par rapport à ça sur le plan positif, mais aussi sur le plan négatif, quel était vos ressentis. Et ce que je vous propose, c'est d'avoir ce temps d'échange là sur le temps qui nous reste, de voir un peu comment ça se passe chez vous, comment ça se passe pour vos démarches EIT. Et si on n'a pas le temps de tout aborder et de pas tout éveiller, toutes les questions et toutes les interrogations qui se passent par rapport à ça, je vous invite à répondre à l'enquête qui a été initiée et lancée par Synapse pour vraiment rendre compte de tout ce qui se passe par rapport à ça, de répondre à ce formulaire-là. Et cela va nous permettre, en fait, et notamment à l'ADEME et à l'État, d'orienter des dispositifs et de programmer des dispositifs adéquats pour que l'EIT puisse vraiment se développer sur l'ensemble du territoire national. Voilà. Donc, je vous laisse la parole et voir un peu votre ressenti par rapport à ça et qu'est-ce qui se passe vraiment chez vous par rapport aux démarches EIT. J'arrête de parler et à vous la parole. Philippe Laurent, je veux bien dire un petit mot. D'abord, concernant la démarche, donc je me l'approprie déjà à travers la présentation un peu mieux, et merci de cette présentation. Ce que j'en retire, et c'est un mal franco-français, qu'on ait une analyse à une échelle macro des filières économiques d'excellence pour demain, évidemment. Qu'on partage des bonnes pratiques, évidemment, et je l'évoquais tout à l'heure, tout ce qui peut nous faire gagner du temps, évidemment. Tout ce qui est financement, outils, dispositifs avec l'ADEME et d'autres organismes, qu'on ait une meilleure connaissance, etc., évidemment. Par contre, la réussite de tous ces projets passe par une animation fine et une connaissance fine du maillon territorial. Et je vais vous donner un exemple pour ça, très rapide, qui est en lien avec le Covid. À l'époque où tout le monde cherchait des masques, alors il y a eu plein d'initiatives partout, hein. Mais je vais vous citer une que je connais particulièrement, qui a été à l'initiative du groupe Michelin. Alors évidemment, c'est Michelin, c'est les grands groupes, etc. Mais ils ont mis, à travers la connaissance fine du territoire, leur ingénierie de développement au service de cette problématique, et en particulier en matière d'impression 3D, pour faire des masques complètement adaptés, etc. Après, il a fallu trouver des extrudeurs qui soient capables de faire les produits, etc. Après, il a fallu trouver les personnes qui étaient en capacité de faire les petites rondelles de filtres qui pouvaient se mettre sur le dispositif. Grâce à tout ça, ils ont réussi à créer un masque qui coûte 28 €, super cher, avec 10 filtres qui peuvent se laver 10 fois. Donc, ça veut dire que globalement, le dispositif revient à 28 centimes. Voilà. Et en 3 semaines. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de la maille territoriale. Toutes ces idées sont bonnes, à condition d'être en capacité de les développer à l'échelle et à la maille territoriale. Donc ça, c'était la première remarque, hein. Et la deuxième, concernant le dispositif, il faut, je pense,
essayer de s'appuyer sur des personnes sur les territoires à travers les pôles de compétitivité, les clusters, l'animation économique dans les EPCI, et en particulier, je pense aux plus petites, parce que quand vous arrivez dans les grandes métropoles, évidemment, vous allez trouver des appuis. Mais quand vous arrivez à l'échelle de nos territoires, il faut vraiment essayer de développer ces organisations à l'échelle territoriale, je l'ai dit, mais en s'appuyant sur les acteurs qui sont déjà présents sur le territoire. Je pense en particulier aux EPCI, mais c'est valable aussi pour des clusters, des pôles de compétitivité. Voilà, très rapidement. Mais il y a de formidables opportunités à relever, y compris dans cette période. Voilà. Je ne veux pas trop développer sur le Covid, parce que sinon je vais tout le temps parler. Enfin, nous, en milieu rural, ça s'est plutôt bien passé sur le confinement, le déconfinement, la mise en place du télétravail, l'engagement des personnes. Enfin, voilà, on a continué. L'engagement des entreprises, justement, pour protéger ouais. les habitants et les entreprises avec une confection de masques. Enfin, voilà ce que je voulais dire. Bien, merci. Patrick a dit qu'il avait plein de choses à dire, alors on peut peut-être lui laisser la parole à la suite. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, oui. Alors, moi, je ne vais pas être aussi prolifique, mais ça permettra aussi de mettre un éclairage sur les degrés de maturité des démarches et des territoires. Donc, moi, simplement, ce que je peux dire, c'est que la crise sanitaire a été une opportunité incroyable pour accélérer on va dire les prises de conscience déjà sur la nécessité de travailler autrement. Et donc, je vais parler pour le réseau des CCI. Il y a eu une sorte d'électrochoc qui nous a permis, nous, équipe performance durable, de mettre en œuvre, alors ce que tout le monde a mis en œuvre plus ou moins, hein, ce qu'on a appelé bon an mal an des bourses d'entraide, mais qui a du coup déclenché des réflexions en interne sur des vraies stratégies qu'on avait nous sous le coude depuis de nombreuses années maintenant, on va dire 2-3 ans, pour capitaliser, on va dire, sur ces démarches-là d'écologie industrielle et territoriale, d'économie circulaire, vous les appelez comme vous voulez. Mais ça a été voilà, un vrai électrochoc, et du coup, le réseau s'est vraiment organisé avec le soutien de l'ADEME pour le coup, avec le soutien aussi de la DREAL pour la mise en œuvre de ce genre de solutions d'avenir. Maintenant, pour revenir sur, et c'est pas pour faire une différence, mais quand même entre les territoires ruraux entre guillemets, parce que je mets des grands guillemets, et les grandes métropoles, je suis pas sûr que les avantages se trouvent là où on pense. C'est-à-dire que, pour finir, nous, sur le territoire je vais parler maintenant pour Lyon Métropole, Saint-Étienne, Roanne, puisque on a tout ce périmètre-là, on a tout type de territoire. On a, vous imaginez bien, le Grand Lyon, on a Saint-Étienne Métropole, qui est un peu moins grande, on a Roanne, qui est encore un peu moins grande, et après, on a d'autres territoires encore plus fins. Eh ben, ne pensez pas que là où c'est le plus facile, c'est là où il y a le plus d'acteurs. Voilà, donc c'est aussi ça que ça fait ressortir, mais la crise, elle a fait prendre conscience à tout le monde qu'il fallait le faire ensemble et qu'il fallait arrêter de tirer la couverture à soi. Mon propos est peut-être pas très structuré, mais je vous le dis à peu près comme ça vient. En tout cas, moi, à mon niveau, ça, vous le répéterez pas, hein, c'est entre nous, mais la crise a été super, parce qu'en fait, on a enfin réussi à faire sortir ce qu'on n'arrivait pas à faire sortir depuis 2 ans, et à faire prendre conscience à toute une ribambelle d'acteurs que ce qu'on disait, on était peut-être un peu en avance sur notre temps, mais qu'en fait, le temps nous avait rattrapés. Et donc, ça nous ouvre plein de perspectives pour l'avenir, de reprise de contact ou de prise de contact avec des entreprises qui ont ouvert leur chakra, avec des territoires qui étaient déjà un petit peu convaincus quand même, mais qui vont certainement accélérer sur le sujet, avec l'appui, on l'espère, mais là on compte tous sur
sur Cindy au national, que le national aussi nous donne un gros coup de pouce. Voilà un petit peu très de façon brouillon, mais de façon enthousiaste en tout cas ce que ça a pu faire ressortir. Après, sur le plan négatif, bah oui, il faut être clair. Aujourd'hui, ce qui est marqué, c'est interruption de l'animation, arrêt de synergie en cours. Alors là, pas forcément, mais l'animation, c'est un peu plus dur quand vous voyez personne, parce que le télétravail, notamment avec des enfants à la maison, en tout cas la distance fait que on n'a plus du tout la même dynamique. Mais c'est vraiment histoire de mettre du négatif parce que moi, depuis 8 semaines, j'ai vu que du positif en fait. Merci Patrick. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole? Audrey, moi, si je peux me permettre, j'entendais les propos de Frédéric en début de session qui échangeait avec Philippe. Frédéric, je ne sais pas si vous avez encore la possibilité de prendre la parole. Je vais essayer de réactiver votre son, mais je sais que vous étiez connecté par téléphone tout à l'heure. Et j'avais noté que dans les... Ah voilà, très bien. Je pense que vous avez peut-être un petit partage, un retour d'expérience par rapport au Covid aussi à nous faire part, d'après ce que je vous entendais dire à Philippe tout à l'heure. Alors, pour nous, c'était très difficile parce que comme on n'a pas de... on n'est pas un acteur économique, donc et nous sommes dans la majeure partie des retraités, donc on a été confinés chez nous et mis à part quelques, on va dire, actions un peu hors la loi, on n'a pas pu faire grand-chose. Donc, en fait, beaucoup de nos activités ont gelé. Par contre, effectivement, ce qu'on a vu, c'est émerger des prises de conscience de certains de nos partenaires ou des gens avec lesquels nous entretenons des contacts. Je pense surtout au monde agricole, au monde de la production, qui a du coup été obligé de prendre en compte, enfin, d'aller chercher des méthodes de commercialisation qui n'étaient pas dans leur habitude. Et ce qui est bien, c'est que pour certains, ces expériences ont été des expériences positives. Donc je pense que on risque de voir certains de nos acteurs devenir plus actifs sur le marketing et le commercial de leurs produits et ainsi mieux valoriser on va dire, toutes les valeurs qui accompagnent leur production. Merci Frédéric. Est-ce que d'autres personnes souhaitent apporter leur témoignage encore ou retour d'expérience? En tout cas, n'hésitez pas à répondre, comme je disais, sur le formulaire et l'appel à témoignage qui a été lancé au niveau national, parce que ça va permettre vraiment de rendre compte qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain pour ces démarches UIT, que ce soit sur le plan positif ou sur le plan négatif. Et cela permettra d'orienter surtout les pouvoirs publics par la suite, que ce soit en termes de programmation, de dispositifs, en termes de trouver de nouveaux outils, de nouvelles solutions aussi pour comment produire au niveau local, faire appel au savoir-faire et à la main-d'œuvre au niveau local aussi, mais aussi en termes d'animation de ces démarches-là ou en termes de mise en place de synergie, comment créer aussi des petits écosystèmes au niveau territorial pour faire en sorte que ces démarches de l'UIT soient pérennes aussi par la suite, etc. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller répondre sur cet appel à témoignage parce que ça va vraiment pouvoir être utile par la suite et pour orienter aussi les décideurs sur cette crise qui peut être vraiment, comme le disait Patrick tout à l'heure, une opportunité pour les démarches de l'UIT en cours ou à venir. Merci Cindy.
Donc là, il est midi, donc il nous reste à vous remercier tous, et puis donc plus spécifiquement Cindy qui vient de prendre la parole, mais bien sûr Philippe Laurent pour son témoignage très enrichissant, Monsieur Delafaye aussi pour son intervention sur le deuxième naturopole, donc le naturopole 3D. Puis bien sûr, vous remerciez tous, vous les participants qui ont pris ce temps du matin pour être là avec nous. Et puis aussi toute l'équipe qui a aidé à organiser ce webinaire, donc Manon Noche du Naturopole, et puis l'ADEME et la région qui sont à nos côtés aussi pour le réseau EIT. Ce que on voulait dire aussi, c'est que donc, le réseau, c'est un espace en ligne aussi, donc n'hésitez pas à aller voir la communauté en ligne et à vous inscrire. C'est très important parce que c'est un moyen de communication privilégié pour nous. Je vais essayer de changer la slide pour vous montrer le lien. Voilà, donc la communauté en ligne sur Eclaira, donc c'est un moyen pour nous de passer des informations, donc de la documentation. On relaie parfois des informations de Synapse, donc c'est très pratique. On fait également actuellement une mise à jour de la cartographie des démarches d'EIT en Auvergne-Rhône-Alpes. Là, il y a de l'écho. Est-ce que c'est possible de couper le micro? Il y a un petit micro qui doit traîner. Je vais les couper. Ok, merci. Si j'y arrive. Donc oui, la cartographie, donc c'est le but, c'est de mieux connaître tout ce qui se fait sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes et de mettre un jour les informations que l'on a. Donc on a créé un formulaire, donc on vous invite vraiment à répondre à ce formulaire pour un petit peu qu'on ait une meilleure vision de démarche. Et puis même si c'est juste des synergies, donc peut-être plus restreints, n'hésitez pas à vous manifester et comme ça on pourra valoriser vraiment vos actions. Sinon, les prochaines étapes aussi du réseau, c'est de vous proposer un nouveau webinaire. Donc, l'objectif, ça serait de le faire au premier semestre encore, donc d'ici l'été. Donc, on aimerait vous proposer un webinaire plutôt sur des outils cette fois-ci. Et puis aussi, notre souhait, c'est de vous proposer une visite de site au deuxième semestre. Donc, on espère que les conditions vont bien s'améliorer pour pouvoir proposer ce genre d'activité par la suite. Je ne sais pas, Coralie, si tu vas ajouter quelque chose. C'est tout bon pour moi, Audrey, tu as dit l'essentiel. Impeccable. Moi, je me permets, Cécile Coiplet, pour la région, de remercier le CIRID pour la préparation, l'ADEME et puis le Naturopole pour ce retour d'expérience qui, je pense, c'est des témoignages qui sont utiles pour la suite et pour d'autres démarches. Donc, si je vois que dans les commentaires, on demande si on pourra avoir accès à la présentation ou à l'enregistrement. Voilà. Oui, on vous fera parvenir. Bien sûr, oui, tout sera mis à disposition de tous. Eh bien, merci encore et puis passez une bonne journée et à très bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.